Voilà, l'enregistrement est lancé. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème que je n'avais pas encore abordé jusque-là. Voilà, c'est un thème sur évidemment l'intelligence émotionnelle. Comme vous le savez, c'est un thème sur lequel je travaille énormément, que ce soit pour les dirigeants, les managers, mais aussi les équipes. Et aujourd'hui, j'avais envie d'échanger un peu plus aussi sur la façon comment l'intelligence émotionnelle pouvait nous aider justement à mieux appréhender les conflits et à mieux gérer les conflits, puisque forcément, en entreprise, on est forcément confronté très régulièrement à des conflits, que ce soit des conflits avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses collaborateurs, entre collaborateurs et ainsi de suite. Et parfois, soit en tant que dirigeant d'entreprise, on est nous-mêmes dans le conflit, ou bien on doit se positionner en tant que médiateur entre, par exemple, deux collaborateurs dans un conflit. Et je trouvais très intéressant d'aborder cette thématique et de l'aborder un petit peu sous le volet de l'intelligence émotionnelle, parce que finalement, c'est peut-être quelque chose qu'on ne fait pas souvent, notamment dans toutes les formations de gestion de conflit. Je pense qu'on n'insiste pas assez sur la part des émotions dans notre gestion de conflit. Or, comme dans toute relation humaine, nos émotions ont une très grande place. Elles ont une très grande place dans notre communication, dans nos comportements. Et donc, il est toujours très intéressant d'aller développer d'en savoir toujours un peu plus sur ce qu'est effectivement l'intelligence émotionnelle et comment aussi on peut la développer et la déployer au sein d'une entreprise. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pardon, excusez-moi, les objectifs d'abord de ce webinaire. Donc, j'aimerais vous apporter des informations déjà sur ce qu'est exactement l'intelligence émotionnelle. J'espère que quand vous repartirez de ce webinaire, quelque part, l'intelligence émotionnelle n'aura plus de secret pour vous et vous serez en mesure de savoir exactement de quoi on parle quand on parle de l'IE. À contrario, on n'est pas dans l'IA et dans l'intelligence artificielle, mais vraiment dans l'IE. Comment effectivement on peut la cultiver pour soi, mais aussi à l'intérieur de son entreprise, pour ses équipes, pour ses collaborateurs, parce que c'est une compétence aujourd'hui. Forcément, elle est d'abord individuelle. Je développe d'abord l'intelligence émotionnelle d'abord pour moi-même, et ensuite le fait forcément de le développer pour moi me permet aussi d'inviter les personnes qui m'entourent à la développer, et donc on peut effectivement aussi forcément la développer en équipe. Et vraiment, je vous le dis, pour maintenant le faire depuis 4 ans avec des groupes qui viennent en séminaire de cohésion d'équipe chez moi, avec moi, on travaille cette compétence et cette thématique. Clairement, cultiver l'intelligence émotionnelle au sein de ces équipes nous permet vraiment de renforcer le lien et les liens à travers les collaborateurs. Et en fait, et c'est un petit peu aussi l'enjeu de ce webinaire, c'est de vous montrer qu'on peut faire aussi un travail en amont, qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des conflits, et je parle notamment forcément des conflits entre collaborateurs. On peut faire vraiment un travail de fond, un travail en amont pour pouvoir réduire, on va dire, le pourcentage de conflits, diminuer l'impact que certains conflits peuvent avoir au sein d'une entreprise, ou en tout cas pouvoir les résoudre de façon relativement rapide. On verra ensemble quelles sont les sources de conflits, et c'est vous qui interviendrez plutôt à ce moment-là. Et moi, je m'attarderai sur ce qui est pour moi, du coup, l'une des plus grandes sources de conflits en entreprise, et qui, justement, qui est la source de conflit qui nous empêche forcément d'être eh bien, dans la performance et dans la productivité comme on aimerait, on va pas se le cacher, hein, dans une entreprise et dans la société dans laquelle on est. On a besoin, entre guillemets, un petit peu de rendement, hein, que nos collaborateurs soient performants, que nos équipes soient performantes, qu'il y ait de la productivité pour créer de la richesse. On va pas se leurrer, on pas mettre des masques et essayer de dire que c'est pas ça, c'est vraiment ça. Et je pense qu'on peut avoir ça, on peut avoir la performance et la productivité en alliant évidemment le bien-être.
de l'humain et des collaborateurs au sein de l'entreprise. Pour moi, ce ne sont pas deux choses que nous devons dissocier, mais plutôt deux choses que nous devons associer. Mais pour pouvoir associer ça, eh bien, il faut pouvoir outiller nos collaborateurs, leur donner les clés pour un bien-être pérenne dans leur entreprise. Et comme on peut le voir quand j'aborde le thème de la cohésion de l'équipe, aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, on va aller sur la gestion de conflits. Eh bien, quand vous êtes un collaborateur et que vous savez que vous vous entendez bien dans votre équipe, que vous pouvez faire face aux changements, face aux difficultés, et qu'en plus, quand se produit un conflit à l'intérieur de l'équipe, vous avez les clés pour pouvoir les résoudre, je pense que vous allez au travail le matin de façon un peu plus sereine, détendue, et c'est bien ce qu'on cherche. On cherche à ce que nos collaborateurs soient à leur poste avec les clés, les outils, les compétences pour pouvoir remplir leur mission, faire face à ce dont ils vont devoir faire face. Et, euh, et par conséquent, eh bien, voilà, c'est toujours l'idée de je donne les bonnes clés, les bons outils pour atteindre cette notion de bien-être en entreprise. Et à la fin, évidemment, on verra comment transformer ces conflits en opportunités de croissance et d'apprentissage, puisque, évidemment, un conflit peut être tout à fait constructif et heureusement, j'ai envie de dire. Cette fois, c'est bon. Pour ceux donc qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis donc Joy Petit. J'ai ouvert un cabinet de coaching maintenant depuis maintenant 5 ans. Après m'être formée dans une école assez connue en France qui est Link Up Coaching, j'ai toujours voulu faire du coaching en entreprise parce que je voulais vraiment accompagner les dirigeants, les managers et les équipes à allier exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le bien-être, développer le plein potentiel des personnes pour allier justement avec la performance à côté et les défis, les accompagner face aux défis auxquels ils font face. Et donc, j'ai passé une certification de coaching, évidemment, et avec une spécialité pour les dirigeants, les managers et les équipes. Et en fait, à côté de ça, je suis une grande passionnée de chevaux depuis extrêmement longtemps, depuis mon enfance. J'ai d'ailleurs débuté ma carrière dans la gestion et le management d'entreprises dédiées complètement au cheval. Et donc, j'associe le cheval à mon métier puisque j'ai passé une certification d'équicoach. Et donc, je suis, en même temps que coach, je suis également équicoach. Je fais donc de l'accompagnement assisté avec le cheval que j'ai couplé évidemment après avec d'autres certifications parce que, eh bien, moi aussi, j'avais besoin de m'outiller pour pouvoir vous accompagner au mieux. Et parmi ces outils, eh bien, j'ai fait de tout ce qui est de l'intelligence émotionnelle, de la régulation des émotions. J'en ai fait un petit peu aussi un de mes gros outils. Et donc, j'ai fait une certification en régulation émotionnelle. Et puis, comme tout coach qui se respecte, j'ai envie de vous dire, c'est bien aussi de pouvoir faire passer des questionnaires assez coachés pour bah, voilà, pouvoir aller un petit peu plus en profondeur sur la connaissance de soi. Et donc, je me suis outillée de deux questionnaires que je trouvais extrêmement intéressants, qui est d'abord le questionnaire qui s'appelle POP, qui est un activateur de talent et qui travaille énormément sur l'intelligence des personnes, à savoir que nous ne sommes pas dotés d'une seule intelligence, mais en fait de 9 intelligences qui se combinent les unes aux autres. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'aller voir justement chez chacune des personnes bah, quelles sont les intelligences, enfin, nos talents, justement, nos potentiels et donc nos intelligences qui s'activent. Et j'ai fait une certification du profil de personnalité nuance dont je reparlerai plus en profondeur à la fin du webinaire qui est extrêmement intéressant pour moi puisque il me permet de comprendre comment la personne fonctionne au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau comportemental. Et la personne, eh bien, apprend à se connaître évidemment aussi. Et évidemment, vous vous en doutez, l'indicateur qui m'intéresse énormément dans le profil nuance, c'est l'indicateur émotionnel. Voilà, voilà pour les petites informations sur moi. Eh bien, maintenant, je vais vous demander une petite participation et je vais vous poser la question suivante en tapant dans le chat vos réponses. Pour vous, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Parce que
c'est un mot qui revient énormément maintenant, qu'on utilise beaucoup, qu'on prône en entreprise. Aujourd'hui, pour certains, ça fait bien de parler d'intelligence émotionnelle, par exemple, sur son CV, ou c'est bien de parler d'intelligence émotionnelle au sein des équipes. Mais en fait, beaucoup de personnes ne savent pas définir exactement ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Donc, je ne sais pas si vous avez accès à vos claviers, mais c'est le moment. Alors, Marion, bonjour Marion. C'est notre capacité à accueillir et piloter nos émotions au service, il manque un mot, de nos projets. Au service de nos projets. Oui, il y a de l'idée. Ressentir ses propres émotions et celles des autres. C'est un début, mais ça va pas, du coup, ça va pas être suffisant. Anne-Elisabeth, bonjour également, évidemment. Dans ressentir ses propres émotions et celles des autres, vous venez de me donner plutôt la définition de l'empathie émotionnelle, c'est-à-dire aussi ressentir les émotions des autres. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, dans l'idée de l'intelligence émotionnelle, on est obligé de déjà commencer par soi et commencer par déjà ressentir ses propres émotions. Et effectivement, pour ressentir ces émotions, il faut avoir la capacité de les accueillir. Alors, d'un point de vue un petit peu plus scientifique, en fait, très clairement, l'intelligence émotionnelle, c'est l'alliance entre le cerveau, qui est le siège de notre intelligence, c'est là où vous réfléchissez, c'est là où vous y mettez une logique, c'est là où vous pouvez y poser des mots, par exemple. Pour les personnes qui me disent souvent, merci, tu m'as aidé à poser des mots sur des choses que je ressentais, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait l'activation entre le cerveau, le mental, la réflexion de la personne et ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle. Et là, alors, d'un point de vue, je vais le vulgariser un tout petit peu. Évidemment, le cœur n'est pas le siège de nos émotions. Vous allez ressentir, vous pouvez ressentir vos émotions partout dans le corps. C'est juste que là, on l'a un petit peu imagé avec le cerveau comme centre de notre intelligence et le cœur comme centre de nos émotions. Mais pour vraiment le travailler en coaching et vraiment le travailler avec les chevaux, voilà, les émotions, elles se situent vraiment partout dans notre corps et nous allons les ressentir tout à fait différemment en fonction des personnes. Il n'y a pas de loi par rapport à ça. C'est pas parce que moi, Joy Petit, je ressens la peur dans mes bras et que j'ai une boule dans la poitrine que ça va être la même chose pour vous. Nous ne sommes pas égaux par rapport à ça et nous ressentons les émotions tous de façon différente et il faut savoir être OK avec ça. Donc effectivement, plus vous allez développer cette connexion entre votre cerveau et votre corps, plus vous allez être à même déjà de développer votre propre intelligence émotionnelle et de créer cette connexion et d'avoir un petit peu tout le temps cette relation à soi, parce qu'on est vraiment dans la relation à soi, et de se dire, OK, là, je me sens comme ça. Là, je suis en colère. Là, je ressens de la peur. Et de pouvoir justement poser des mots, hein, poser des mots sur sur ce qu'on ressent, ça fait extrêmement du bien. Ça permet aussi déjà de se distancer un petit peu de l'émotion. Et l'émotion a un grand, grand, grand besoin. C'est une part de notre humanité, une émotion, on ne peut pas la nier. Et donc, elle a un grand besoin de reconnaissance. Et ça, c'est vraiment très important. Une émotion qui n'est pas reconnue, une émotion qui est refoulée, c'est une émotion qui, tôt ou tard, jaillira. Et généralement, au moment où elle jaillit, elle va pas jaillir forcément au bon moment, ou alors elle va jaillir et on va pas la communiquer de façon, on va dire, entre guillemets, adéquate. Et effectivement, forcément, je vais vous parler quelles sont les émotions les plus refoulées. C'est clairement pas nos émotions joyeuses et agréables, comme la joie. Donc, voilà, on refoule
rarement cette émotion-là. Par contre, on va plutôt aller refouler des émotions qui sont désagréables, des émotions dites faibles comme la tristesse ou la peur, ou des émotions de distanciation sociale telles que la colère. Parce qu'on a aussi peur de l'impact que cela pourrait avoir dans nos relations, dans notre environnement et sur notre comportement. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller développer déjà ça pour nous dans un premier lieu. Là, on n'est même pas dans une question de conflit, mais si demain vous êtes pris à partie dans un conflit, avant d'aller penser à aller résoudre ce conflit, faites déjà un point avec vous-même. Soyez déjà en accord sur ce que vous ressentez et sur quelle émotion vous fait ressentir ce conflit ou cette altercation avec cette personne ou ce problème, peu importe ce que vous y mettez derrière. Voilà, faites une pause avec vous-même, entrez en dialogue avec vous-même et c'est d'aller voir quelle émotion peut vous faire défaut, en tout cas vous empêcher de communiquer clairement dans ce conflit, donc peut vous empêcher de résoudre de façon calme et diplomate, parce qu'on va parler de diplomatie, ce conflit. Donc, si je devais donner une définition un peu plus précise de l'intelligence émotionnelle, je dirais que c'est la capacité à reconnaître, je vous ai parlé de la reconnaissance, c'est extrêmement important, donc à reconnaître l'émotion, à la comprendre. Et là, effectivement, on manque cruellement, cruellement, cruellement de savoir sur les émotions. Alors, quand je dis on en manque, c'est-à-dire que nous, coachs et personnes qui avons travaillé là-dessus, forcément, on est outillé pour la compréhension des émotions aujourd'hui, mais j'ai envie de dire c'est quelque chose qu'on aurait dû apprendre à l'école. Moi, quand les personnes arrivent et là, au mois de novembre, je donne 2 formations sur la gestion du stress et des émotions. Quand les personnes arrivent dans mes formations, elles me disent, mais c'est quelque chose que tout le monde devrait faire et qu'on aurait dû apprendre depuis longtemps. Et bien sûr que oui, puisque c'est la base de toutes nos relations, de nos comportements et aussi de nos choix et de nos décisions. Nos émotions, en fait, elles nous pilotent, elles nous guident. Donc, il faut forcément, forcément aller comprendre ce qui se passe derrière chaque émotion et ce qu'elle, quelque part aussi, une émotion n'est pas là pour rien et ce qu'elle a à nous dire et qu'est-ce que j'en fais, en fait, hein. Clairement, qu'est-ce que j'en fais, comment je la régule. Et donc derrière, évidemment, c'est de pouvoir réguler ses émotions. Alors vous allez voir que je vais changer de terme un peu parfois, maîtriser, réguler. J'aime pas trop le mot de maîtriser parce que derrière le mot maîtriser, il y a cette sensation de contrôle et j'aime pas l'idée d'essayer de contrôler une émotion. Non. On n'essaye pas de contrôler une émotion, on essaye plutôt de la réguler. Ça veut dire dans ce mot de régulation, il y a une idée de mouvement que je trouve extrêmement important. Les personnes qui font de l'équi-coaching avec moi le sentent et le ressentent. Une émotion, c'est une énergie. Une énergie, vous pouvez pas l'enfermer dans une boîte en fait. Clairement, c'est pas possible. Donc vous pouvez la refouler, la mettre dans un coin, mais elle continue à vivre. Et donc l'idée, c'est pas de l'enfermer dans une boîte, mais c'est plutôt de l'aider à circuler. Il faut surtout pas que l'énergie, elle soit bloquée. Il faut que l'énergie, elle circule. Et c'est clairement ça, réguler ses émotions. Et du coup, une fois que j'ai développé cette intelligence émotionnelle avec moi-même, eh ben, l'idée, évidemment, c'est d'aller pouvoir composer avec les émotions des autres et donc d'aller également détecter et comprendre les émotions des autres ou ce qui peut se passer pour les autres en face de moi. Du coup, on a décelé 4 aptitudes à l'intelligence émotionnelle. La première, vous l'aurez compris, la connaissance émotionnelle de soi. Donc, c'est la faculté de reconnaître ses propres émotions, de les nommer et de distinguer les comportements qui vont en dériver. En gros, on est sur le chemin de la connaissance de soi, chemin qui est toujours, selon moi, indispensable quand on souhaite évoluer dans sa vie, dans ses relations, dans sa façon de diriger une entreprise, de diriger des hommes, de manager. Voilà, je pense que tôt ou tard, on est obligé de faire face à soi-même et de passer par la connaissance de soi. C'est inévitable.
La deuxième aptitude, là on a le mot maîtrise, je pourrais mettre la régulation émotionnelle de soi. C'est la faculté de réguler ses émotions et donc si je régule l'émotion, forcément, je vais pouvoir mieux réguler aussi les comportements qui en dérivent. On est bien d'accord? Donc ça, c'est vraiment la deuxième aptitude. Et la troisième aptitude, forcément, c'est la connaissance émotionnelle d'autrui. Donc c'est comment j'ai la faculté de reconnaître les émotions chez l'autre, de les nommer et de discerner les comportements qui en dérivent. Donc là, ça demande, une fois que j'ai développé mon intelligence émotionnelle pour moi-même, ça demande d'aller développer la reconnaissance et l'intelligence émotionnelle en regardant l'autre et en essayant de comprendre ce que l'autre est en train de vivre. Et la quatrième aptitude, qui est l'aptitude ultime, que pareil, c'est quelque chose qu'on peut clairement observer en équicoaching et que les gens vivent dans mes formations avec les chevaux, c'est l'influence émotionnelle sur autrui. Et donc, c'est la faculté d'influencer les émotions d'autrui et les comportements qui en dérivent. En fait, l'influence émotionnelle sur autrui, on le fait en permanence. Sauf que on n'a pas très peu d'entre nous ont connaissance de ça, ont conscience de ça. Ont conscience, et notamment extrêmement important quand on a des postes de direction où on manage de l'humain, eh bien, la connaissance émotionnelle de soi est extrêmement importante parce que l'état interne dans lequel vous êtes, l'émotion que vous ressentez pour telle ou telle situation, vous allez, sans le vouloir, sans même la communiquer quand même. Parce qu'il y a des échanges entre humains, des échanges énergétiques. Certaines personnes sont douées d'empathie émotionnelle extrêmement forte. Donc, quand la personne en face d'elle ressent peur, colère, peu importe, tristesse ou joie, je vais ressentir exactement la même chose. Ça veut bien dire qu'il y a une capacité d'influence émotionnelle sur autrui. Donc, ce qui est génial, c'est que quand j'ai besoin d'emmener mes équipes, d'emmener du monde avec moi, eh bien, il faut que je me mette dans l'état interne qui va me permettre ça. Mais, à contrario, attention, quand je suis plutôt dans une émotion désagréable qui m'empêche d'avancer, comment j'en prends conscience et comment je la régule pour ne pas influencer mon équipe ou mes collaborateurs avec cette émotion. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Jusque-là, oui. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions. On vient de faire la partie sur l'intelligence émotionnelle et ses définitions. Et ben, si tout va bien, c'est parfait et je vais continuer parce que si vous me connaissez un petit peu, j'ai plutôt tendance à dépasser qu'à être en avance généralement dans les webinaires. Maintenant qu'on a vu les 4 aptitudes à l'intelligence émotionnelle, on va parler, quand je travaille mon intelligence émotionnelle, ça va me permettre 2 choses. Ça va me permettre de développer forcément aussi un premier outil qui est forcément, je vais revenir sur la gestion de conflit, hyper intéressant, quand on a un conflit à gérer, que l'on soit dans le conflit ou que l'on soit médiateur du conflit. Et on va parler de l'empathie. Je vais vous donner la définition exacte de l'empathie, qui est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Voilà. Ça, c'est la définition pure et dure de l'empathie. Vous avez vu que je ne parle, il n'y a même pas le mot émotion dedans. Je ne l'emploie pas tout de suite. Par contre, on peut avoir 2 catégorie d'empathie. Et on a des personnes qui peuvent être douées des 2 empathies et certaines que de l'une ou certaines que de l'autre. Je vais distinguer l'empathie cognitive et l'empathie émotionnelle. L'empathie cognitive, on revient sur le cognitif, donc on revient sur le mental. Donc l'empathie cognitive, c'est la capacité à reconnaître une émotion chez quelqu'un et à la comprendre et à travailler avec son mental, avec sa réflexion, avec sa logique pour pouvoir se mettre à la place de l'autre.
Et là, je fais tout un travail d'empathie cognitive. OK, je comprends que la personne en face de moi est en colère, je comprends quelle est la source de la colère, et si j'ai développé mes connaissances sur les émotions, je suis capable également forcément de comprendre son besoin. Donc, je vais aussi être capable de l'aider grâce à mon interaction à réguler cette émotion, ce qui va forcément m'aider dans la gestion de conflit, évidemment. Vous avez le deuxième type d'empathie qui est l'empathie émotionnelle. Et là, c'est un petit peu différent. C'est je ressens ce que l'autre ressent. Ça veut dire que clairement, la colère, si l'autre personne est en colère, je suis capable de ressentir cette colère. Ça va être la même chose, évidemment, pour la tristesse, pour la peur et pour la joie. Donc, vous avez des personnes qui sont uniquement dans l'empathie cognitive, des personnes qui sont dans l'empathie, uniquement dans l'empathie émotionnelle, et vous avez des personnes qui sont dans les deux. Mais développer son intelligence émotionnelle et développer son empathie, vous comprenez que forcément, dans la gestion de conflits, c'est un outil qui est hyper intéressant. Parce que du coup, on a cette capacité à diminuer la charge émotionnelle. Et tant que la charge émotionnelle n'est pas diminuée, il est extrêmement difficile d'aller gérer un conflit. J'ai envie de dire, quelque part, n'essayez même pas. Pourquoi la raison, elle est tout à fait scientifique, c'est que quand je suis en proie à l'émotion, quand je suis en proie à une émotion qui est extrêmement forte, je n'ai plus ma capacité de réflexion, le temps de l'émotion. Je vous donne un exemple. Vous avez tous, j'en suis sûre, déjà fait face à des personnes extrêmement en colère. Eh bien, ce n'est absolument pas le moment, quand la personne est en pleine colère, d'aller essayer de la faire réfléchir à quoi que ce soit. La première étape, c'est de l'aider à diminuer, à réguler clairement cette émotion. Et on le sait, le conflit, alors déjà, généralement, quand il y a conflit, c'est qu'il y a des accords. Il faut aller forcément voir quelles sont les émotions qui se cachent derrière. En plus, on n'est pas tous égaux, je vais en revenir un peu plus loin, on n'est pas tous égaux face au conflit. Mais tant que, si vous êtes concerné par le conflit, tant que vous serez en proie fortement aux émotions, je vous déconseille d'aller essayer de vous expliquer et d'aller essayer de régler le conflit. Je vous invite vraiment plutôt à réguler d'abord vos émotions. Et quand vous avez deux personnes qui se font face et que vous devez réguler un conflit, vous positionner en tant que médiateur d'un conflit, aidez-les d'abord, chacune de leur côté, à diminuer la charge émotionnelle. Sinon, le jour où vous les réunissez, vous ne pourrez pas réguler le conflit, vous ne pourrez pas faire appel à leur réflexion tant que la charge émotionnelle sera trop forte. C'est pareil dans les émotions en gestion du stress, dans les formations, pardon, en gestion du stress et des émotions. C'est quelque chose, et je vous explique vraiment scientifiquement pourquoi et ce qui se passe dans notre corps, pourquoi il faut absolument baisser la charge émotionnelle. Un deuxième outil qui va être hyper intéressant quand on a développé toute cette intelligence émotionnelle, cette empathie. OK, moi, je vais utiliser un deuxième outil qui est hyper intéressant et qui va s'appeler le cadre de référence. Et je pense que ces deux outils-là nous permettent de, de gérer les conflits. À vos claviers, tiens, qu'est-ce que c'est pour vous le cadre de référence? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme? Alors, j'ai mis une photo qui n'est pas anodine, qui, j'espère, va peut-être vous aider à vous mettre sur la voie si vous ne connaissez pas le terme, ou si vous avez déjà entendu le terme, quelle définition vous donneriez à ce terme, le cadre de référence? Ah. Charte relationnelle. Marion, est-ce que je peux vous demander d'être un peu plus précise? Qu'est-ce que vous appelez dans charte relationnelle? Qu'est-ce que vous appelez plutôt la charte relationnelle?
Ah, pardon, Isabelle, j'avais pas vu. C'est le fait de rester dans le cadre de la discussion. Non. Du coup, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rapport avec la discussion. Notre cadre de référence. Qu'est-ce que ça peut être notre cadre de référence? Et ça, c'est un outil dans vos relations qui peut être hyper intéressant. En tout cas, toutes mes formations, dans mes coachings, c'est quelque chose qu'on voit. La charte qui donne un cadre aux relations et pose les valeurs qui nous réussissent la bien. Eh bien non, du coup c'est hyper personnel. Alors du coup oui, ok, je comprends votre définition de la charte relationnelle. Avoir ses propres références qui font qu'on réagit d'une façon ou d'une autre. Oui, Anne-Elisa, Isabelle, on est beaucoup plus là-dessus. Effectivement. Le cadre de référence nous appartient. Nous avons tous notre propre cadre de référence. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous ai mis cette petite photo avec une personne qui tient des lunettes. C'est parce que j'ai l'habitude de dire en formation que le cadre de référence, c'est nos lunettes à travers laquelle on voit le monde. Et donc, à travers lequel vous allez voir n'importe quelle situation. Et ce cadre de référence, vous avez commencé à le constituer dès votre naissance. C'est-à-dire que déjà, quand vous êtes né avec une personnalité que vous avez façonnée, évidemment, et que la vie a façonné d'année en année. Mais on peut déjà remarquer que certains bébés peuvent avoir certains traits de caractère. Eh bien, c'est notre personnalité. Et ça va faire partie de notre cadre de référence. Notre éducation va faire partie de notre cadre de référence, le milieu dans lequel on est né, l'environnement, notre formation, nos valeurs. Évidemment, il y a tout un tas de facteurs qui qui vont constituer notre cadre de référence. Et c'est tellement énorme que, je vais vous le dire, il y a autant de cadres de référence sur Terre qu'il y a d'êtres humains, en fait. C'est-à-dire que personne ne peut avoir exactement le même cadre. C'est pas possible. J'en ai jamais rencontré. Par contre, vous avez des personnes qui, par exemple, ont fréquenté les mêmes formations ou la même école, donc ils vont partager une partie de leur cadre de référence. Des personnes qui sont nées dans une famille, enfin, vous allez partager des cadres de référence de votre famille, évidemment. Donc, on partage des bouts de cadres de référence avec les uns, avec les autres. Quand on est dans la même entreprise, on va forcément partager aussi le cadre de référence de l'entreprise. Les valeurs, par exemple. Condition que les valeurs de l'entreprise soient claires, définies et communiquées, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais voilà, ça va vous permettre de voir une situation sous un angle. Et donc, imaginez deux personnes en conflit dont les cadres de référence sont extrêmement opposés, ou en tout cas, il peut y avoir conflit de cadres de référence. Eh bien, si vous connaissez cette notion et si vous travaillez sur cette notion, l'idée, ça va être d'essayer de réunir, si possible, ces deux cadres de référence, ou en tout cas, de leur faire bien observer qu'il y a une personne qui voit les choses d'un certain angle et une personne qui voit les choses d'un autre angle. Et le jeu, en travaillant d'abord sur les émotions et sur l'empathie, ça va être d'amener l'un dans le cadre de référence de l'autre et ainsi de suite pour que chacun puisse comprendre la vision, la vision de l'un et de l'autre. Voilà pourquoi pour moi, ces deux notions, le cadre de référence est beaucoup plus du coup intellectuel, on est beaucoup plus dans la réflexion et dans la logique. Donc on a vu deux parties, on a vu plutôt la partie très émotionnelle sur les émotions, et puis maintenant le cadre de référence qui est plutôt ok, un exercice, moi quand je le fais faire, qui est plutôt un exercice de logique et de prise de recul et qui se situe plutôt au niveau de notre mental. Et l'idée, c'est d'associer ces deux-là justement pour pouvoir aller réguler les émotions, les conflits, excusez-moi, euh, les conflits au sein de notre entreprise. Alors, je vais vous redemander encore un petit coup de participation et d'aller à vos claviers. Je pense que vous en vivez. Quelles sont, selon vous, les grandes sources de conflits en entreprise et ceux qui sont plutôt
les plus difficiles, évidemment, à résoudre. Prenons le taureau par les cornes et posons-nous les bonnes questions sur les conflits qui sont plutôt difficiles à résoudre. Si vous me deviez me donner quelques exemples, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Est-ce que vous avez des exemples à me soumettre? Les conflits relationnels ou de pouvoir ou de différence de point de vue, bien sûr, évidemment. Anne-Isabelle, merci, merci pour votre partage. C'est forcément les plus difficiles, j'ai envie de dire. Parfois, finalement, les conflits avec un client, quand c'est un conflit commercial, eh bien, il y a très certainement un contrat où il y a des choses qui peuvent nous permettre d'aider à le résoudre, mais dans nos conflits relationnels, on passe jamais de contrat par rapport à ça. Il y a un peu moins de cadre. Effectivement, pareil pour l'idée de pouvoir avec des personnes qui cherchent à avoir le pouvoir sur les autres et les différences de point de vue. Et dans toute entreprise, plus vous cumulez ces conflits relationnels, je vous garantis que vous ralentissez, ça ralentit l'entreprise. On a forcément une entreprise qui est moins performante et, euh, et une entreprise qui est moins productive parce que quand on passe son temps à essayer que tout le monde s'entende bien, que tout le monde arrive à travailler ensemble, et voilà, on est peut-être aussi beaucoup moins concentré sur les changements qui arrivent, les évolutions à donner, les imprévus, la concurrence, enfin voilà, ce sur quoi on doit peut-être plutôt être focus quand on est beaucoup plus centré sur ce qui se passe en interne parce qu'il faut résoudre beaucoup de conflits. Encore une fois, un collaborateur qui va arriver dans une entreprise ou dans une équipe et qui sent très très bien que au moindre petit désaccord, ça va prendre de très grosses proportions, plus qu'il n'en faut. On va avoir du mal à résoudre le conflit, ça va être compliqué. Eh bien, j'arrive au travail moins serein que si je sais que peu importe ce qui arrive, on va trouver une solution, on va réussir à communiquer entre nous et à se rallier parce que les liens sont assez forts. Parce qu'on a cette capacité de communication entre nous et on a également cette capacité de régulation au sein d'une équipe. Et pour faire des coachings d'équipe là-dessus et le voir, c'est clairement transformationnel au niveau des équipes, le avant et le après. Une fois qu'on a pris conscience de tout ce qu'on était capable de faire en équipe, eh bien, voilà, on en sort forcément beaucoup plus fort. Et travailler sur les équipes, c'est très bien, mais les dirigeants d'entreprise doivent incarner ça, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à vos collaborateurs et à vos équipes de développer des liens forts, de développer une intelligence émotionnelle pour pouvoir gérer des conflits si vous-même, vous ne l'incarnez pas et vous n'êtes pas au fait de ça. C'est pas possible, ça manque cruellement de cohérence. Et pour rien vous cacher, moi, après, j'ai des équipes qui me disent mais du coup, c'est plutôt nos N plus un ou nos N plus 2 qui devraient être à notre place. Bon, c'est toujours assez marrant d'entendre ça, mais oui, c'est-à-dire que ce que vous voulez qu'il soit incarné dans vos équipes ou dans vos entreprises, incarnez-le vous en premier lieu. Vous êtes systématiquement les fers de lance, soit d'une équipe ou soit d'une entreprise. Donc effectivement, et dans ces conflits relationnels, ce que je peux parfois observer beaucoup, ce sont les conflits de personnalité, où là, eh bien, vous pouvez, des conflits de personnalité au sein d'une équipe ou entre un manager et un collaborateur, enfin, peu importe dans quel niveau hiérarchique on se situe dans l'entreprise, peu importe s'il y a un rapport hiérarchique entre les deux personnes ou pas, ça va forcément créer une baisse de sérénité, déjà de un.
indéniablement, et dans la sérénité. Derrière, vous touchez forcément au bien-être des collaborateurs. Et quand vous touchez au bien-être des collaborateurs, ça fait ping-pong. Vous allez toucher à leur potentiel, à leur performance et au fait d'être productif. Donc, en fait, l'entreprise, elle a tout intérêt à donner des clés à ses collaborateurs pour pouvoir euh, réguler au plus vite. On va reparler du mot de régulation, mais réguler au plus vite des conflits de personnalité pour que, en fait, ça ne prenne pas de proportions démesurées et que ce soit très vite réglé. Mais encore une fois, pour ça, il faut donner les bons outils. Alors, justement, aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de vous expliquer un petit peu comment moi je fonctionne pour pouvoir plutôt, alors, prévenir. L'idée, là, dans mes séminaires, c'est aussi de prévenir et d'améliorer le lien entre au sein des équipes pour pouvoir, eh bien, éviter ou en tout cas faire face très rapidement à des conflits de personnalité ou alors carrément intervenir quand il y a conflit. Forcément, on ne va pas se le cacher, la technique, elle marche pour les deux. J'ai développé du coup un programme, évidemment, par rapport à tout ce que j'ai pu observer maintenant depuis 5 ans en entreprise et évidemment toutes les connaissances que j'ai acquises aussi auparavant de par mon expérience et de par ma formation. L'idée, c'était d'utiliser les outils pour pouvoir vous outiller, évidemment. Et moi, un des énormes outils qui aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'autres outils équivalents, notamment pour travailler sur tout ce qui est intelligence émotionnelle, eh bien, ça va être le cheval. Pourquoi? Parce que les chevaux, leur première intelligence, elle est émotionnelle. Nous, on a un cerveau ultra développé. Le cheval, lui, il a une intelligence émotionnelle qui est extrêmement forte et extrêmement développée. Donc, en étant confronté aux chevaux, vous allez pouvoir développer votre propre intelligence émotionnelle et voilà. L'équicoaching, c'est quoi? C'est de l'accompagnement assisté avec le cheval. C'est-à-dire que le cheval, il devient tiers médiateur dans un processus de coaching, que ce soit individuel ou en équipe. Et moi, si vous voulez, en tant que coach, il me sert de booster, il me sert d'accélérateur parce que il va aller justement travailler tout de suite sur votre côté, sur vos émotions et sur le côté émotionnel. Donc en fait, lui m'aide vraiment sur cette partie-là, ce qui fait qu'on avance beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'on arrive eh bien, former les personnes à la gestion du stress et des émotions, mais également à apprendre à travailler sur la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. Là, bon, vous avez quelques images des séminaires qu'on peut organiser, des formations que l'on peut faire. Et donc, forcément, dans les séminaires, le cheval va forcément intervenir. L'idée étant de pouvoir aller quelque part aussi une notion de rapidité le plus vite possible. Et on va commencer par développer votre intelligence émotionnelle, soit de façon individuelle ou soit en équipe. Évidemment, il y a aussi une partie en salle où on va aborder l'outil du cadre de référence, par exemple. Mais en amont, on va utiliser un autre outil qui est extrêmement intéressant et qui permet justement de préparer ces journées où on va travailler sur l'intelligence émotionnelle. C'est le fameux outil nuance, le profil de personnalité nuance, qui permet justement, eh bien, que chacun fasse face déjà à soi-même avec des résultats qui nous donnent un petit peu, nous dit, OK, dans ta façon de réfléchir, tu fonctionnes comme ça. Dans ta façon d'interagir avec les émotions, on a plutôt tendance à fonctionner comme ça et comme ça. Et dans ton comportement, on a plutôt tendance à fonctionner comme ça. Dans un conflit de personnalité, c'est super important de comprendre, bah, nous, quelle est notre personnalité, mais aussi de savoir qu'il y a des personnalités qui sont complètement différentes, qui fonctionnent complètement différemment. Et du coup, déjà, quand je vous fais travailler
en amont sur les différents profils de personnalité, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez tout simplement élargir votre cadre de référence. Et dans votre cadre de référence, va arriver le fait que, eh bien, il y a différents types de personnalités. Et la question qu'on va se poser, et après ce qu'on va travailler en formation, justement, c'est comment vous, dans votre personnalité, vous allez interagir avec les autres personnalités et comment chacun peut faire un pas l'un vers l'autre pour essayer de mieux comprendre l'autre et pouvoir justement beaucoup mieux travailler ensemble, renforcer les liens. Alors, quand on a tendance à partager la même personnalité que son collègue, que son manager et tout ça, c'est relativement facile et en fait, on fait du renforcement de liens. OK? Mais quand au contraire, on a des personnalités qui sont vraiment sujets à conflit parce que, moi j'en ai vu plein, hein, des conflits créés parce il y en a un qui travaille très rapidement, qui réfléchit très rapidement, qui prend des décisions de façon très rapide. Tout est fait tout le temps de façon assez rapide, tac, 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 qui fait confiance à son intuition et tout ça. Et d'autres personnalités où, au contraire, ne fait pas confiance à son intuition, prend du temps pour récolter beaucoup d'informations, pour évaluer la situation, évaluer les risques. Et du coup, eh bien, dans la façon de travailler, dans la prise de décision, c'est beaucoup moins rapide. Eh bien, ça, typiquement, ça donne sujet à des conflits de personnalité parce qu'il y en a un qui va avancer plus vite et l'autre qui veut pas et qui va avancer moins vite. Et voilà. Et c'est, excusez-moi, c'est trouver comment on va pas changer. L'idée, c'est pas de changer ces deux personnalités, mais c'est déjà d'arriver à faire comprendre et à faire accepter que les deux personnalités existent et qu'il va falloir qu'elles travaillent ensemble. Donc, qu'elles se comprennent. C'est prendre l'un pour l'emmener dans le cadre de référence de l'autre, c'est prendre l'autre pour l'emmener dans le cadre de référence du voisin d'en face et de se dire, voilà, voilà lui comment il voit les choses, voilà l'autre comment il voit les choses, toi tu fonctionnes comme ça, toi tu fonctionnes comme ça, et de trouver ce terrain d'entente au milieu pour pouvoir que les deux personnalités puissent fonctionner. Et je vous garantis que quand les deux personnalités arrivent à faire ça, mais ça renforce les liens extrêmement forts parce que c'est ça un conflit constructif. C'est un conflit dans lequel à la fin, on se rend compte qu'on arrive à trouver des solutions ensemble, que la relation n'est pas endommagée, au contraire, elle est renforcée et de se dire à la fin, OK, si la prochaine fois on fait face à la même situation, ben en fait, on arrivera à la résoudre. On a les clés. Et donc là, vous renforcez clairement la relation entre les deux personnes. Ou si vous êtes concerné, bah voilà, la relation avec la personne avec qui vous étiez en conflit est clairement renforcée. Donc, trois modules. Un module dans lequel on va passer le profil nuance pour apprendre à mieux se connaître, à faire un état des lieux aussi personnel. Parfois aussi, les conflits arrivent parce qu'on est dans des situations qui sont extrêmement compliquées. J'accompagne en ce moment des équipes qui font face aux changements, à des fusions d'entreprises, à des rachats d'entreprises, à des choses comme ça, où elles doivent faire face aux changements. Il y a des personnalités qui sont beaucoup moins à l'aise que d'autres face aux changements. Donc, c'est aussi l'idée de dire, OK, en ce moment, je vis les choses moi comme ça. Quel est mon cadre de référence? Où je me situe? Et aussi, puisque la communication et le lien entre les deux personnes, de se rendre compte aussi un petit peu de la façon dont on communique. Et ensuite, c'est de passer 2 jours ensemble, plutôt en collectif, où on va alterner entre de la formation avec des apports théoriques, des outils. Je vous donne des outils. Voilà, c'est aussi l'occasion de découvrir dans une équipe les profils des uns et des autres. On fait même un petit challenge pour voir lequel, au bout des 2 jours, lesquels ont été les plus observateurs des uns et des autres et comment ils ont reconnu les profils des uns et des autres pour pouvoir eh bien, renforcer le lien, apprendre des clés de communication en fonction de son interlocuteur, pour pouvoir avoir ces clés de communication nous permettent de désamorcer de façon plutôt assez rapide, voire très rapide, les conflits derrière, voire même ça les évite. Ça les évite. Et c'est vraiment, vraiment l'objectif. Et puis le cheval va nous permettre aussi de prendre conscience de soi, de prendre conscience des autres et de mettre aussi un peu tout ça en pratique. Et c'est vraiment du coup extrêmement, extrêmement intéressant.
Le questionnaire Nuance est le seul questionnaire permettant à vous-même et à vos collaborateurs d'apprendre à mieux vous connaître sur votre façon de penser, de ressentir, mais également d'agir. Donc, votre fonctionnement, mais également la façon dont vous interagissez avec les autres. Et les résultats font l'objet d'un entretien individuel qui permettra du coup à chacun de découvrir son profil et de définir ce qu'il souhaite partager ensuite à l'équipe. C'est, je vous l'ai dit, donc faire un état des lieux personnel, découvrir son fonctionnement et reconnaître son profil de communicant. L'entretien individuel dure à peu près 1h30. Les 2 journées vont permettre donc de découvrir les profils des uns et des autres. L'idée et l'objectif principal, alors c'est ce que j'appelle pour le coup du vrai team building. En fait, on n'est pas dans le team building, juste passer un bon moment tous ensemble, vous vous en doutez bien. On est sur du vrai coaching d'équipe. Donc ça, c'est ce que j'appelle pour moi du vrai team building. On est dans la vraie construction de l'équipe, avec du coup aussi, par cet intermédiaire, une formation en intelligence émotionnelle et en communication, qui sont pour moi la base de la résolution des gestions de conflits en entreprise, quand vous faites face à des conflits de personnalité. Et donc l'idée, ça va être de tisser, de renforcer les relations et de développer forcément un esprit d'appartenance et j'ai mis pour faire face au changement parce que on se rend bien compte que quand tout va bien, généralement, il n'y a pas de conflit. C'est plutôt quand il commence à y avoir des soucis, des problèmes, des changements, des choses comme ça, où là, tout d'un coup, eh bien, les conflits émergent. Mais généralement, on m'appelle rarement quand tout va bien ou quand l'équipe ne doit faire face à rien. Ça va clairement permettre un approfondissement de la connaissance de soi, mais aussi de la connaissance de l'autre et de permettre une analyse de la complémentarité des équipes. OK. Je vais pas, vous aurez de toute façon accès ici, vous avez des témoignages de personnes qui ont vécu ces journées et qui ont fait aussi les profils nuances. Il est déjà 55, je vais te laisser la place aux questions. Et de toute façon, vous aurez le replay du webinaire avec le PowerPoint. Donc, du coup, vous aurez effectivement accès aux témoignages. J'en avais mis 2. Les témoignages sont aussi forcément en accès libre sur mon site internet. Donc, vous avez les coordonnées ici. Petite conclusion quand même, l'idée c'est vraiment de développer son intelligence émotionnelle déjà avant tout lieu pour soi en tant que dirigeant, que vous soyez dirigeant d'entreprise, que vous soyez directeur, peu importe ce qu'on met derrière le mot diriger. Ça veut dire qu'il y a de l'humain derrière. Il y a de l'humain en dessous de vous. Et que vous pouvez être soit être pris à partie dans un conflit ou soit devoir gérer un conflit. Dans tous les cas, soyez au clair avec vous-même, développez votre intelligence émotionnelle. J'organise des sessions de formation sur la gestion du stress et des émotions qui permet clairement de développer son intelligence émotionnelle. La première session s'ouvre là la semaine prochaine. C'est la dernière session de 2024. Évidemment, il y aura des sessions en 2025, mais c'est la base pour avoir des relations fluides, concrètes, fécondes. C'est la base aussi par exemple, de la communication non violente qu'on peut développer à la suite de ça. Mais avant tout, il faut développer son intelligence émotionnelle. Et ensuite, si vous voulez prévenir les conflits de personnalité, renforcer les liens de vos équipes, eh bien, c'est de pouvoir donner les outils. Évidemment, là, je vous donne très rapidement, en 1 heure, quelques outils de façon très rapide. Et puis, c'est pas en étant en webinaire que vous allez pouvoir les travailler. C'est vraiment en étant avec moi en formation et en coaching que ça se travaille. Mais outillez vos collaborateurs, outillez vos équipes. J'ai envie de dire quelque part, achetez-vous la paix, en fait. C'est vraiment ça. C'est si vous avez envie de réduire le taux de conflit de personnalité relationnelle, de pouvoir au sein de votre entreprise, eh bien, formez vos collaborateurs à ça, en fait, à entretenir des relations durables, pérennes,
fiable, où la confiance règne, où les émotions peuvent s'exprimer de façon authentique, mais aussi de façon tout à fait diplomate. Donnez-leur leurs outils pour pouvoir gérer les conflits. Voilà, j'espère que la thématique vous a plu. Je me suis un petit peu lancée aujourd'hui dans cette thématique parce que je la trouvais plutôt intéressante à aborder. Je suis à votre disposition pour toute question, n'hésitez pas, soit par chat, soit si vous avez envie d'ouvrir vos micros, vous l'avez. Pour en savoir plus sur l'accompagnement en équipe, Justine, ma collaboratrice, vous a mis le lien justement vers l'accompagnement qui est euh, juste ici dans le chat, puisque on s'est rendu compte juste avant le webinaire que le lien en bas ici de cette page ne fonctionnait plus. Donc, elle nous a refait un petit lien qui fonctionne. Et voilà, vous en saurez un peu plus du coup sur l'accompagnement que je vous ai présenté. Et je suis à votre disposition pour toute question. N'hésitez pas. C'était très clair. Merci. Ah, Anne-Elisabeth, merci. Merci Pas de beaucoup. questions du coup. Oui, c'était très clair Non. pour vous. Oui, oui, tout à fait. Parfait. Merci pour votre participation. Merci à vous. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je suis à Mhm. disposition par la suite, par email ou par téléphone. OK. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, j'ai été ravie de partager ce sujet avec vous. Merci pour votre participation. C'est toujours plus sympa pour moi aussi d'avoir de l'interaction avec vous. Le prochain webinaire a lieu le jeudi de la semaine prochaine, pareil, à destination des dirigeants. Vous avez reçu le programme par email. Donc, c'est jeudi de la semaine prochaine à midi. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ce sera avec grand, grand, grand plaisir. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite, si vous n'avez pas encore déjeuné, je vous souhaite un bon appétit, une belle après-midi et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine session, un prochain webinaire. Merci à vous et à bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.